C'est un plaisir de vous retrouver les uns et les autres. Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nicolas Rossignol. J'ai le plaisir de vous accompagner depuis le lancement de ces assises il y a 10 jours et aujourd'hui pour venir avec vous faire un point sur les moments d'échange et de partage que vous avez pu avoir. On va le faire sur ce plateau avec celles et ceux qui ont accepté votre invitation. Nous aurons Valérie Mancret-Taylor pour l'ANA, Pascal Berthaud pour CEREMA, Nicolas Soudon pour l'ADEME, Gisèle Rossamigno pour la Banque des Territoires, Mélanie Lamant pour l'ANRU et Pierre Verza pour Syntec Ingénierie. Ils ont accepté votre invitation. Ils vont nous permettre de prendre de la hauteur sur tout ce qui a été dit pendant ces 10 jours. Mais surtout, on est accueillis sur ce plateau parce qu'on est un peu chez lui, puisqu'il organise ces assises. C'est Yves Le Breton, bonjour. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup. Je le dis, c'est vous qui nous accueillez parce qu'avec vos formidables équipes, vous avez organisé ces premières assises, 10 jours d'échange, de partage. Vous avez été aux premières loges très attentifs. Qu'est-ce que d'ores et déjà vous en retenez de ces 10 jours d'échange ? Alors d'abord, beaucoup de satisfaction parce que ces assises ont trouvé un public, c'est ce que nous cherchions, et notamment un public parmi les collectivités locales, puisque l'ANCT a été bâtie pour servir les collectivités locales, et au travers de ces assises, on voit combien le thème de l'ingénierie est au cœur des réflexions et des préoccupations des collectivités, que ce soit les élus ou leurs services. Donc beaucoup de satisfaction, et puis aussi de la matière pour continuer à avancer dans le projet de l'ANCT, parce que derrière tous les débats, il y a autant de thèmes que nous souhaitons pouvoir traiter. Beaucoup de sujets, évidemment. Quelques infos particulières sur le constat qui a été fait, ce que vous gardez dans le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide ? Alors, d'abord, moi je suis un optimiste, donc j'ai toujours plutôt tendance à regarder le verre à moitié vide, mais ce que l'on voit bien, c'est que d'une part, il y a des vrais besoins dans les collectivités locales, notamment dans les plus petites, donc qui s'inquiètent de leur capacité à pouvoir mener à bien leur projet, et qu'en face, en revanche, il y a une vraie ressource d'ingénierie, ingénierie publique, ingénierie privée. Je crois que les débats cet après-midi pourront continuer autour de ce thème de la complémentarité. Et donc la rencontre de ces besoins et de cette offre de services est possible, et en tout cas, c'est notre ambition ici à l'Agence nationale de la cohésion des territoires. J'ai posé les questions il y a 10 jours à celles et ceux qui étaient avec nous pour l'ouverture. Je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils attendent finalement de précis, de concret, de la part de la NCTE. Et à ce sondage, ils ont répondu spontanément, en priorité un soutien financier, et cette réponse est devant la réponse suivante qui est un apport en expertise opérationnelle ou stratégique. Est-ce que la NCT peut répondre à ces attentes ? Alors je crois que les modalités d'action de la NCT répondent très bien à ces attentes. Parce que comment nous travaillons en fait selon 3 modalités différentes. De la contractualisation entre l'État et les collectivités locales, et en ce moment même s'élaborent sur tous les territoires ces contrats de relance et de transition écologique qui en sont vraiment une concrétisation très forte. Une deuxième modalité d'action, ce sont nos programmes. Certains sont désormais très bien connus, comme Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain, mais nous avons aussi des programmes sur des thèmes comme ceux du numérique, nous avons des programmes pour la politique de la ville. Donc ça, c'est l'idée d'une boîte à outils nationale qui est ensuite complètement utilisée et appropriée par les collectivités, par l'échelon territorial. Et puis on a une troisième modalité qui est une sorte d'originalité de l'action de la NCT, qui a été très demandé et très voulu aussi bien par le gouvernement que par le législateur qui a créé l'agence. C'est cette idée d'un accompagnement sur mesure pour les collectivités, notamment celles qui en ont le plus besoin. Et autour de ces 3 modalités, donc, nous avons bâti une offre de services qui, je pense, répond à ces préoccupations, c'est-à-dire à la fois avec de l'apport en ingénierie directe, y compris financé par la NCT, et puis un accès privilégié à des modalités de financement, la Banque des Territoires qui sera présente cet après-midi, et beaucoup d'autres opérateurs de l'État sont aussi pourvoyeurs de ces solutions financières. Donc une offre de service la plus complète et la plus simple possible d'accès pour les collectivités territoriales. Et merci beaucoup d'être aussi clair et concret dès le début. Et c'est avec des réponses concrètes, je l'espère, et en tout cas une émission complète que l'on va tenter ensemble de faire le bilan de ces 10 jours d'échange et de partage. C'est parti avec cette première séquence. Et on est de retour sur ce plateau avec Valérie Mancret-Taylor de l'ANA. Bonjour. Pardon, Valérie, en fait, elle est en duplex. Pardon, excusez-moi, Gisèle est avec nous. Bonjour. Mais Bonjour.
Valérie, pardon, je vais jongler, vous savez, entre mes duplex et les plateaux, etc. C'est vraiment bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Je vais me tourner vers vous dans un instant. Nicolas Soudon de l'ADEME est à nos côtés et je le salue évidemment. Merci également d'être avec nous. Et puis Gisèle Rossamigno pour la Banque des Territoires est à mes côtés aussi. On va échanger ensemble sur tous ces sujets parce que finalement ces 10 jours vous ont permis les uns et les autres avec vos équipes de pouvoir échanger et d'aller beaucoup plus loin sur les sujets qui intéressent nos interlocuteurs sur le terrain. Valérie Mancret-Taylor, Yves Le Breton vient de nous le dire, que les acteurs de l'ingénierie peuvent développer de nouvelles pratiques partenariales. Est-ce que vous partagez, vous d'ores et déjà, ce regard? Est-ce qu'il n'y a pas finalement toujours une sorte de cloisonnement entre les opérateurs qui, par définition, ont forcément leur propre champ de compétences? Racontez-moi votre point de vue. Avec plaisir. Donc, bonjour à vous, bonjour à toutes et à tous. Et merci à la NCT de nous avoir invités à réfléchir avec elle aux questions d'ingénierie et à cette table ronde cet après-midi. Ce que je voulais, en réponse à la question que vous soulevez, je crois que nous, ce qui nous frappe beaucoup à l'ANA, c'est que il y a une conscientisation, il y a une prise en considération beaucoup plus forte aujourd'hui du besoin d'intervention sur l'existant. Comme c'est notre métier depuis 50 ans, si vous voulez, on y est tout à fait particulièrement sensible. La deuxième chose que je voudrais partager, c'est que nous, on s'intéresse à l'habitat privé, donc à l'habitat en général et tout spécifiquement à l'habitat privé. On travaille avec la NCT sur un certain nombre de programmes, ce dont on se félicite chaque jour, et notamment je pense au programme Action Cœur de Ville ou au programme Petite Ville de demain, qui sont des programmes orientés sur la revitalisation des cœurs de ville et la revitalisation d'un territoire, la revitalisation d'une ville, que ce soit dans son centre ancien ou que ce soit dans des quartiers plus pavillonnaires, elle se fait avec les habitants et elle se fait pour l'habitat. Et en troisième élément, on sort où on est encore, je ne sais plus très bien dire, dans une crise sanitaire qui a montré combien le logement était important et combien on a appris aussi à y faire des choses auxquelles on n'aurait pas pensé il y a 18 mois. Et donc tout ça milite en faveur de l'intervention sur l'habitat. Et quand on traite de l'habitat privé, la grande différence entre l'habitat privé et l'habitat social, c'est que quand on traite de l'habitat privé et de l'amélioration de l'habitat privé, on intervient forcément en milieu occupé, c'est-à-dire avec des gens qui sont propriétaires ou qui sont locataires d'un logement. Donc ils sont dedans, à un moment donné, ils vont s'engager dans une démarche de travaux. Ils ont besoin de conseils parce qu'ils ne sont pas des maîtres d'ouvrage professionnels et que donc on va devoir financer, et c'est ce que montre très bien Olivier Sichel dans son rapport qu'il a présenté au gouvernement en début d'année, ils ont besoin d'être accompagnés. Et donc, et j'en arrive donc à l'ingénierie. Oui. L'ingénierie, c'est justement comment on finance cet accompagnement. Et bien cet accompagnement, l'ANA, en partenariat avec la NCT, sur les opérations qui sont conduites par la NCT, en fait, elle aide les collectivités territoriales d'abord à faire des études, elle cofinance avec elles des études, elle cofinance en partenariat avec la NCT, avec la Banque des Territoires notamment, et aussi avec l'État, à financer les chefs de projet au sein des services des collectivités territoriales pour conduire ces projets. Ça permet de mieux connaître ce qui se passe sur le terrain et enfin, ça permet ensuite de financer l'accompagnement des ménages pour leur permettre de faire les bons choix en fait et de réaliser les travaux appropriés dans leur logement et donc d'obtenir une véritable qualité dans l'amélioration de l'habitat. Et c'est essentiel évidemment pour celles et ceux qui nous écoutent et qui sont concernés sur le terrain. Nicolas Soudon, vous êtes le directeur exécutif des territoires de l'ADEME. On vient d'entendre, l'ANA vient de nous expliquer comment son action peut être complémentaire avec d'autres opérateurs chez vous, à l'ADEME. Est-ce que votre action peut se coordonner aussi avec d'autres acteurs de l'ingénierie ? Alors bien sûr, sur précisément cette question de l'accompagnement du particulier dans ses travaux de rénovation, ça fait maintenant plus de 20 ans que l'ADEME coordonne un réseau de conseillers, les conseillers FAIR, comme on les appelle aujourd'hui, oui, qui accompagnent les particuliers dans leurs travaux de rénovation, à la fois simplement pour les accueillir et les orienter, mais aussi pour les conseiller, voire pour les accompagner. Et je signale d'ailleurs que le travail conjoint qu'on fait maintenant de manière étroite avec l'ANA va nous conduire progressivement à intégrer les deux réseaux, à la fois le réseau des conseillers FAIR et le réseau ANA, et ce dispositif sera piloté d'ici 2 ans par l'ANA. Alors de manière globale pour nous,
l'ingénierie, elle est absolument vitale, parce que quand on parle de transition écologique, ça demande de la technique, ça demande de l'expertise, et donc on est bien conscient que les collectivités ne peuvent pas se lancer dans la transition écologique comme ça, on va dire, en faisant sans le savoir. Ça nécessite de l'ingénierie, à la fois de l'ingénierie externe, bien entendu, les bureaux d'études qui sont compétents sur ces sujets et qu'on peut mobiliser ponctuellement pour un projet complexe, mais aussi de l'ingénierie interne à la fois technique, dont disposent souvent beaucoup plus les grandes collectivités, mais aussi de l'ingénierie d'animation et de gouvernance. Et ça, c'est un point qu'on oublie souvent et que beaucoup de collectivités nous signalent régulièrement, ce manque d'ingénierie d'animation interne. Et je crois que le travail que fait l'ANCT aujourd'hui conduit justement à équiper davantage, en coordonnant tous les acteurs, les collectivités en termes d'ingénierie interne. Et donc je salue absolument l'initiative qui a été prise par l'ANCT sur ces assises de l'ingénierie, qui me paraissent effectivement un bon point focal de rencontre de tous les acteurs de l'ingénierie privée et publique au chevet des collectivités. Mais c'est bien sur le territoire que cette ingénierie doit d'abord bien entendu se traduire. Et c'est pour ça que les contrats de relance et de transition écologique qu'évoquait tout à l'heure Yves Le Breton sont une initiative particulièrement intéressante, puisque en mettant au chevet, on va dire, du territoire et de ses projets en matière de relance et de transition tous les acteurs publics et pourquoi pas aussi les acteurs privés et les autres parties prenantes, on peut accompagner le territoire dans ses initiatives, dans son diagnostic et dans ses perspectives. Et parmi ces partenaires qu'on peut mettre autour du territoire, il y a aussi des partenaires associatifs qu'il faut signaler, comme les ALEC par exemple, les agences locales de l'énergie et du climat, qui sont, je crois, des acteurs essentiels. D'ailleurs, ils nous ont accompagnés sur le réseau dont je parlais en début d'intervention, sur l'accompagnement des particuliers dans la rénovation. Et qui œuvre aussi sur la question de la résilience des territoires aussi, parce que c'est des sujets que l'on aborde évidemment. On l'a vu dans les ateliers tout au long de ces 10 jours, dans les échanges et les partages, et notamment l'atelier du 5 juillet, est venu illustrer la complémentarité publique-privée, avec l'exemple notamment d'une mission confiée au CEREMA sur les ouvrages d'art dans le cadre du plan de relance. Vous voyez une illustration à l'écran, parce que nous avions des facilitateurs graphiques, et ces illustrations, alors vous aurez accès évidemment à ces documents pour pouvoir les voir dans le détail après cette émission, mais je me tourne vers Pascal Berthaud qui est avec nous en duplex aujourd'hui, qui est le directeur général du CEREMA. Pascal Berthaud, est-ce que vous m'entendez bien ? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Pascal Berthaud, pouvez-vous nous décrire la mission justement qui vous a été confiée par l'État concernant les ouvrages d'art, et vous allez nous expliquer d'ailleurs comment vous avez pu mobiliser par exemple des bureaux d'études privés. Racontez-nous. Bien sûr, à la différence de mes amis de l'ADEME et de l'ANA qui viennent de parler, le rôle du CEREMA, c'est d'être un établissement d'expertise et pas un établissement de financement. Alors sur le sujet des ouvrages d'art, on était confronté à un problème particulier, qu'il y a environ 100 000 ouvrages d'art en France, ceux qui sont gérés par l'État, par les sociétés d'autoroutes ou par les collectivités de taille importante sont en général à peu près gérés. C'est évidemment beaucoup plus compliqué pour les ouvrages d'art des petites collectivités, entre guillemets, dans la mesure où elles n'ont évidemment pas les moyens de s'y intéresser. Le problème, c'est qu'un ouvrage d'art, ça a une durée de vie sans entretien, sans travaux particuliers, qui est entre 30 et 100 ans selon les ouvrages d'art. Oui. En gros, la moitié des ouvrages d'art en France ont été faits il y a entre 50 et 100 ans. Il était donc essentiel d'arriver à diagnostiquer tous ces ouvrages d'art, et on a donc bâti un programme où finalement, à la fois le CEREMA, en tant qu'expert public, définit les méthodologies, capitalise la connaissance, et effectivement des bureaux d'études privés sont mandatés via un appel d'offres pour aller effectivement sur chacun des 50 000 à peu près ouvrages d'art qui appartiennent aux petites communes, pour aller voir effectivement comment les choses se passent, faire un pré-diagnostic, remplir effectivement un carnet de santé de l'ouvrage d'art, on a appelé ça comme ça, et le donner aux collectivités. Oui, c'est intéressant parce qu'on parle là d'une mission que vous menez, mais on aurait pu parler aussi de l'AMI Planification Bas Carbone, qui fait aussi l'objet d'un travail commun entre le CEREMA et des acteurs privés de l'ingénierie. D'ailleurs, une question finalement très pratique. Est-ce que vous considérez-vous que les opérateurs publics doivent laisser un peu plus d'espace aux opérateurs de l'ingénierie concurrentielle ? Est-ce que c'est une question que vous posez ou sur laquelle vous avez changé ? Oui. Bien sûr, c'est une question qu'on se pose, ne serait-ce qu'au regard de ce qui peut se passer dans d'autres pays, où finalement les missions de tous les intervenants que vous allez voir cet après-midi sont parfois traitées par le public, parfois traitées par le privé. Donc la question, elle est tout à fait légitime.
Pour ce qui nous concerne au CEREMA, on a essayer d'avoir une réflexion, disons finalement l'opposition entre le privé et le public était quelque chose d'assez largement dépassé. Oui. Et finalement, il fallait réfléchir à qu'est-ce qui était important, dans quelle configuration il y avait un avantage effectivement à faire intervenir le public, et à contrario, dans quelle situation le privé pouvait intervenir. Ça nous a amené très clairement à identifier des cas où il y avait un grand intérêt à ce qu'une expertise publique puisse intervenir. C'est le cas, par exemple, sur des sujets où on cherche à être immédiatement en aval de la recherche, sur de l'innovation, sur du développement méthodologique. C'est le cas lorsqu'on cherche à avoir au sein du maître d'ouvrage une expertise de très haut niveau, mais cette expertise, on ne peut pas se la payer effectivement à un échelon tel que l'on l'a. C'est le cas aussi, et souvent, lorsque l'État, la collectivité ne savent pas précisément ce qu'ils veulent faire, et à ce moment-là, il serait bien normal, évidemment, d'aller chercher un bureau d'études privées. Nous avons restructuré le CEREMA ces 2 dernières années pour se focaliser sur ces cas et ne plus intervenir finalement sur des cas où le privé pouvait intervenir. Nous a amené, par exemple, à travailler beaucoup, on en parlera, j'imagine, dans cet atelier, sur les CRTE, oui, sur la montagne, mais bien, effectivement, focaliser sur, quelque part, ce que ne peut pas faire le privé, oui. Et l'idée étant, bien évidemment, derrière, en aval, de s'adresser à des bureaux d'études privés pour faire le travail. Juste en un mot, est-ce que ça veut dire donc, à contrario, que le privé vient quand le public ne peut pas faire ? Oui, on peut le dire, je crois, des 2 façons. C'est-à-dire à la fois, le public fait quand le privé ne peut pas faire, et le privé vient quand il n'y a plus de plus-value à ce que le public fasse. Bien sûr. Et je vais poser la question à Valérie Mancret-Taylor dans un instant, qui est aussi en duplex, mais Nicolas, qui est sur le plateau, finalement vous partagez aussi ce regard, cette complémentarité. En toute bonne intelligence aujourd'hui, le débat n'est plus peut-être celui qu'il était il y a quelques décennies, sur ces querelles public-privé qui, me semble-t-il, sont dépassées, mais vous confirmez aussi ce travail que vous faites, vous, à l'ADEME. Oui, certainement. Alors, d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, l'ADEME, nous, comme le disait Pascal, on n'apporte pas d'ingénierie en propre, hein, oui. de jour-homme d'ingénieurs. En revanche, on accompagne l'ingénierie des collectivités en la finançant, qu'il s'agisse d'études de nature générale ou d'études dédiées à la construction ensuite d'un projet d'investissement. Par exemple, quand on fait un réseau de chaleur, évidemment, on finance l'étude préalable, qui est souvent lourde, hein, l'étude technique, pour aller vers cette infrastructure. Et je le signale, on finance un grand nombre d'études de toute nature, hein, sur la mobilité, sur les friches, sur le développement des centres de tri, etc. Et dans bien des cas, le CEREMA, parfois, est candidat aux appels d'offres et le lauréat de l'appel d'offres. Et dans d'autres cas, en revanche, le CEREMA est auprès de nous dans un collectif, on va dire, je pense notamment sur les questions de mobilité, où on est partenaire pour le coup, et dans ces cas-là, on s'adresse en revanche au secteur privé pour demander de l'ingénierie. Valérie Mancret-Taylor aussi en duplex, je vous retrouve si vous êtes toujours avec nous. Vous réagissez peut-être aux propos, ce que vous avez entendu, vous partagez peut-être les mêmes constats ? Je partage complètement ce qu'ont évoqué à la fois Pascal et Nicolas juste à l'instant. Et puis, je vais vous dire, je vais prendre un autre angle en fait. Compte tenu de tout ce qu'on a à faire en matière d'intervention sur l'existant, qu'on soit sur les ouvrages d'art tels que le décrivait Pascal Berthaud, ou qu'on soit sur des questions de réseau de chaleur, ou qu'on soit sur des questions d'habitat, de toute façon, on a besoin de toute la force d'ingénierie dont dispose notre pays, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. Et les métiers sont très complémentaires. Et nous, à l'ANA, je ne vais pas paraphraser ce qu'a dit Nicolas Soudon, on a des modes de financement qui ressemblent beaucoup à ceux de l'ADEME pour accompagner les collectivités territoriales et leur permettre effectivement d'avoir des financements adaptés, en fait, notamment aux questions d'intervention sur l'habitat privé. Bien sûr, c'est peut-être l'occasion de poser la question également à Gisèle Rossabigno, directrice du réseau de la Banque des Territoires qui est avec nous. Gisèle, c'est l'occasion de présenter la Banque des Territoires justement sur cette spécificité, parce que finalement, cette discussion que l'on a, c'est une discussion que vous avez, vous, dans le monde bancaire et dans la manière aussi de financer les projets ou... C'est quand même une spécificité. D'abord, bonjour à tous et à toutes, ravi de vous retrouver à l'occasion de ces assises qui sont un moment fort. Hein. Oui. Un moment fort et un moment utile. Pour moi, c'est vraiment la mise en réseau, quelque part, des acteurs de l'ingénierie pour répondre à un besoin qui est un besoin grandissant. Donc, c'est vraiment, je salue cette initiative de la NCT. Alors, pour revenir sur la Banque des Territoires, d'abord, la Banque des Territoires, c'est pas vraiment un opérateur, c'est plus un partenaire, finalement, des programmes.
on donnait déjà beaucoup dans l'ingénierie, si je puis dire, avant que la NCT ne soit créée. On est partenaire des programmes nationaux depuis de longue date, hein, oui. Que ce soit Cœur de Ville, le programme PVD, Territoire d'industrie, la montagne depuis peu. Oui. Donc on est partenaire en matière d'ingénierie. Alors peut-être, je ne vais pas développer le contenu des offres parce que je ne pense pas que ça intéresse spécifiquement cet après-midi. Ou si ça les intéresse, nous n'avons pas le temps. On n'avait pas le temps, voilà. Mais peut-être 3 idées maîtresses qui vont dans le sens de ce qui a été dit. La première, c'est que pour nous, il s'agit d'abord d'aider les acteurs territoriaux. Alors vous allez me dire, ça ne va pas de soi. Nous sommes une banque. Et donc l'idée, le métier d'une banque, c'est de financer. Oui. Mais nous considérons aujourd'hui que c'est dans notre mission d'intérêt général, d'aller plus loin et donc d'aider les partenaires sur les territoires qui ont des projets finalement à transformer leur idée en un projet opérationnel. Donc ça, c'est le sens de l'intérêt général de la Banque des Territoires. La deuxième idée, c'est qu'en allant vers de l'ingénierie, on réduit la facture territoriale. Pourquoi ? Parce qu'il y a des partenaires qui ont très peu de moyens en matière d'ingénierie, on le sait, et beaucoup dans ces assises l'ont évoqué. Et donc, apporter de l'ingénierie là où il en manque, ça permet de faire sortir des projets qui ne le pourraient pas sans ça. Oui. Et puis la troisième idée, c'est que évidemment, on est dans un moment crucial en France. On a les enjeux de la relance. Et donc là aussi, on apporte beaucoup d'ingénierie pour mettre en place des projets structurants, des thématiques structurantes, hein, ça a été évoqué, que ce soit le logement, que ce soit la transition écologique énergétique. Ce sont des projets qui sont extrêmement complexes. Et donc sans ingénierie, forcément, soit on met plus de temps, soit on n'y arrive pas. Donc nous, on met 100 millions d'euros sur les programmes de relance spécifiques sur, par exemple, la transition écologique et énergétique ou le commerce, d'ailleurs. On aura beaucoup de temps d'échange dans cette émission, mais sur la question qui est posée là, finalement, vous intervenez également avec des partenaires privés, des financeurs privés, des banques privées, en complémentarité aussi. Les acteurs privés publics, en termes de financement, arrivent à travailler ensemble. Je crois que le gros challenge que l'on a tous collectivement, c'est finalement d'avoir un réseau qui fonctionne ensemble. Et chacun dans sa place, chacun dans sa complémentarité. Bien sûr. Et c'est là, ça sera ça la force de la réussite. Et on va voir ensemble justement comment optimiser cette complémentarité, comment aider les collectivités à mobiliser efficacement une ingénierie plurielle. C'est notre deuxième séquence pour aller un peu plus loin avec toutes celles et ceux qui ont accepté l'invitation. Et notamment Pierre Verza qui est avec nous en duplex. Bonjour Pierre Verza. Bonjour Nicolas. Vous êtes le président de Syntec Ingénierie notamment, mais c'est à ce titre en tout cas que vous êtes avec nous. On vient d'entendre les témoignages des uns et des autres sur cette complémentarité. Est-ce que vous, Pierre Verza, vous avez l'impression que les assises que l'on mène depuis 10 jours et plus généralement le travail que vous êtes en train de mener avec la NCT pour référencer l'ingénierie privée peuvent permettre de mieux accompagner les projets des collectivités ? Ah oui, certainement, d'autant que ce que j'entends depuis le début de l'atelier, c'est un énorme besoin en ingénierie, et c'est vrai, dès qu'il y a quelque chose de nouveau, une transition à gérer, et c'est le cas notamment du réchauffement climatique, il faut de l'ingénierie pour apporter de l'intelligence là où on en a besoin. Et les besoins sont énormes, et ça tombe bien, à l'ingénierie, on est très nombreux. On est en tout 70 000 entreprises, 300 000 salariés, représentés par Syntec Ingénierie et par Sinob, et on intervient dans tous les domaines. Alors, on nous imagine plutôt en train de faire des gros ensembles, des infrastructures, des grosses usines, des centrales nucléaires, des lignes de TGV. Mais on a une capillarité très forte sur tout le territoire. 75% des 70 000 établissements sont hors de la région parisienne, avec beaucoup de petites entreprises, beaucoup d'entreprises unipersonnelles qui savent intervenir auprès de petites collectivités, en bureau d'études classiques évidemment, mais aussi en maîtrise d'œuvre et même en assistance à maîtrise d'ouvrage. Et donc on peut intervenir relativement haut dans la chaîne. Alors je trouve que ces assises sont un excellent moment pour justement réconcilier un peu les deux approches, et réconcilier au sens où nous ne devons pas nous opposer entre privé et public, bien sûr, public et concurrentiel, mais chercher la complémentarité et chercher les différentes intermodalités. Alors, on l'a vu la complexité des projets, c'est bien naturel, on aura besoin d'ingénierie, mais la vraie difficulté, c'est ce que nous ressentons comme ingénierie concurrentielle, c'est qu'on est en face de maîtres d'ouvrage, de clients qui ne savent pas formuler le besoin, et d'où l'importance vitale des agences, d'où l'importance vitale de l'expertise que citait Pascal Berthaud, l'expertise pointue qu'il peut apporter et mutualiser pour les collectivités, parce que même quand les collectivités ont un problème compliqué, leur problème c'est qu'elles ne savent même pas écrire le cahier des charges.
Ah oui. Elles ne savent pas chercher les entreprises. Et donc, on a vraiment besoin de ce relais. C'est là où on s'articule. Alors, je voudrais donner 2 exemples d'articulation réussie. Oui. Le premier, c'est l'IDRIM, l'Institut des routes et des rues et des infrastructures pour la mobilité, qui a été créé en 2009. Syntec Ingénierie, on est parti avec d'autres, avec Sinov, avec le CEREMA, avec l'Association des ingénieurs territoriaux, etc. Et c'est vraiment un lieu qui permet de mutualiser la connaissance et d'aider à faire émerger des bonnes pratiques. On a fait émerger un guide sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage, on a fait un guide sur la mise en œuvre des prescriptions environnementales, donc des éléments très concrets. Et il a fallu, vraiment, l'IDRIM a été un creuset de coopération publique-privée. Et puis le deuxième, il est lié à ce qu'a dit Pascal Berthaud tout à l'heure, c'est la convention générale qu'on a entre Syntec Ingénierie et CEREMA. Bon, on a parlé des ponts, mais il y a vraiment un travail de fond, de connaissance mutuelle, puisque finalement... quelque part, c'est la crème de la crème des experts, et puis après, on a les 310 000 soldats qui vont travailler derrière, et il faut qu'on se connaisse mieux dans tous les domaines, mobilité, infrastructures, environnement, etc. Et donc, il faut qu'on partage de l'information, et ça marche très bien. On a mis en place un certain nombre d'observatoires qui fonctionnent, et Pascal Berthaud a souhaité aller plus loin en proposant que Syntec Ingénierie siège au conseil d'administration de CEREMA en tant que personne qualifiée. Je crois que c'est la meilleure démonstration que nous sommes faits pour travailler ensemble et pas pour nous concurrencer. Et petite question d'ailleurs, parce que on pense bien sûr à toutes les collectivités, mais il y a aussi les collectivités qui sont peut-être les moins bien dotées. Comment faire justement pour leur permettre aussi d'accéder à cette ingénierie concurrentielle tout aussi facilement que les collectivités qui sont plus grandes et mieux dotées? Alors ça c'est la difficulté, d'où l'importance effectivement des agences ou des ingénieries publiques qui peuvent ensuite relayer, articuler sur le privé, et d'où l'importance aussi du recensement de fonds qui a été lancé par la NCT pour qu'on ait une page dédiée sur le portail aide territoire qui permet aux collectivités d'identifier. Alors après, c'est certain qu'il faudra probablement faire évoluer l'outil pour aider, parce que je vous l'ai dit, il faut savoir quelles questions poser. Que si on a juste un annuaire des ingénieries, même dans sa région, on n'y arrivera pas. Donc il faut vraiment que cet outil permette de qualifier, qu'il soit suffisamment intelligent et qu'il y ait éventuellement même des assistances qui soient apportées pour aider les collectivités à identifier quel type d'entreprise pourrait répondre, et après faire jouer le jeu de la concurrence, parce que bien sûr, notre rêve n'est pas d'avoir une machine qui automatiquement flèche sur telle ou telle entreprise. Une autre piste, c'est probablement aussi pour les plus petites collectivités qui ne peuvent pas se doter de services techniques suffisants, c'est peut-être de plus mutualiser les ressources, peut-être se spécialiser chacun dans un secteur pour former une communauté de pratiques et pouvoir à ce moment-là grouper des commandes et avoir accès à... C'est ça le problème de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Si vous avez un tout petit projet, ça fait un quart de tiers d'ingénieurs. Oui. Comment mettre en place le contrat et comment voir la personne? Vous avez plusieurs communes qui s'associent pour se payer un ingénieur conseil qui va les aider à mettre en place leur marché. Ça fait un mi-temps, et là, à ce moment-là, on peut trouver quelqu'un. Donc, il y a peut-être des solutions très pratiques de mutualisation. Il faut vraiment... Nous, ce qui nous soucie, c'est le fait générateur initial, le fait que ces collectivités arrivent à embrayer. Bien sûr. Parce que pas obsédé par « il faut que je passe un marché de travaux ». Vous pourrez passer un marché de travaux si vous avez des gens qui vous ont conseillé sur le cahier des charges, sinon c'est la catastrophe. Oui, et puis en effet, passer ce cap derrière, parfois des gens qui peuvent se dire « ok, ça va être tellement compliqué que finalement je ne le fais pas ou je ne sais pas comment le faire, etc. » J'ai vu Nicolas Soudon réagir sur ce plateau. Oui, j'entendais ce que disait Pierre Verza sur l'initiative au départ de la collectivité de dire « je vais faire telle chose ou je vais faire telle chose ». Finalement, tout ça, l'accès à l'ingénierie, c'est un continuum qui part au départ quand même d'une initiative du politique. Oui. Et pour que cette initiative du politique, elle soit aussi éclairée vers les possibles, vers ce qu'on peut faire, c'est là aussi le travail que nous, on peut faire en tant qu'opérateur public. Alors j'en profite pour faire mon petit quart d'heure de pub. Mais je vous en prie, pas un quart d'heure, mais 15 secondes. Oui. 15 secondes de pub. Voilà, comme la NCT d'ailleurs a produit plein de choses sur les CRTE, mais je voulais signaler ce petit ouvrage. Je le présente à la caméra pendant que vous en parlez. Qu'on a publié en fin d'année 2020. Donc c'est un kit de fiches cuisine pour les territoires, mais vraiment en mode fiche cuisine, pour expliquer ou pour informer les élus sur ce qu'ils peuvent faire en matière de transition écologique, classés par thématique, avec des éléments de connaissance et des éléments d'action. Et en fait, ça s'inscrit bien en amont, au moment de la décision politique, pour choisir les axes d'action de la collectivité, sachant qu'elle ne peut pas tout faire d'un coup. Et ensuite, tout cela découlera vers du projet, de l'idée au projet, et du projet vers l'ingénierie et vers sa réalisation, quoi.
Et c'est super intéressant parce qu'il parle de fiche cuisine. Moi qui suis un piètre cuisinier, ça me parle évidemment, mais il y a en effet les thématiques, la fiche thématique, avec le comment faire, avec des exemples de ceux qui le font déjà, pour savoir s'en inspirer et ce que je peux faire et les ressources. Bravo pour cet outil. Ça répond notamment à ce que vous évoquiez, Pierre Verza. Finalement, c'est choses très pratiques pour accompagner ce que l'on peut faire avec les structures, mais il y a, comment on peut l'expliquer aussi avec des fiches pédagogiques notamment, où on a accès à la ressource pour aider notamment les plus petites collectivités. Ça me paraît très bien. Après, il y a un petit détail à régler, c'est qu'il peut y avoir un peu un stress de deux côtés. Les ingénieries privées aimeraient bien qu'on cite leur nom, qu'on fasse de la pub. Bien sûr. Pour faire simple. Et les ingénieries, le secteur public a toujours tendance à peur de faire quoi que ce soit. Donc à un moment, il ne faut pas avoir peur de donner des noms pour autant qu'il y en ait plusieurs, pour autant que la concurrence soit ouverte, d'orienter vers des sites où on peut trouver des intervenants. Mais le principe de ces guides, tout ce qui permet aux clients de progresser en connaissance pour se rendre compte, que souvent même le client ne se rend pas compte du niveau d'intelligence dont il va avoir besoin pour suivre un projet. Il faut vraiment l'aider à comprendre la complexité de ce qui va mener et par quel bout commencer parfois. Et donc tout ce qui peut aider, ce genre de fiches très pratiques, ça va vraiment dans le bon sens. Bravo. Oui, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est il y a finalement le prêt-à-porter, mais il y a quand même le sur-mesure et les collectivités en ont besoin. Peut-être l'occasion d'en parler avec vous, Gisèle Rossamignon. Finalement, je ne sais pas si vous avez un exemple très concret d'accompagnement sur-mesure, un soutien en ingénierie territoriale, animation du réseau, par exemple, des chefs de projet dans le cadre d'un programme. Vous nous avez parlé du PVD et de la commune des échelles. Oui, enfin, on en a plusieurs, mais je peux prendre un exemple qui est très, très parlant. C'est par exemple, dans le cadre du programme ACV, Cœur de Ville, l'idée d'allier la force des programmes avec le besoin de transition écologique énergétique, et donc qui est un axe de la relance de notre pays. Et donc nous, on a décidé qu'on accompagnerait la rénovation de 1000 écoles en 2 ans. Wow. Et donc, pour accompagner la rénovation de 1000 écoles en 2 ans, eh bien, là, on propose des outils d'ingénierie. Et donc là, c'est 12 millions d'ingénierie qu'on met au travail, si je puis dire, pour tenir cet objectif. Et là, derrière ça, il y a évidemment de l'accompagnement individuel, mais il y a aussi de l'accompagnement collectif par de la data. Je pense que c'est un élément très important. Il faut qu'on arrive à massifier et à capitaliser, diversifier, et donc concevoir des outils qui amènent de la data aux collectivités territoriales, aux acteurs territoriaux, pour à la fois favoriser la connaissance et puis aider à la décision. Et donc voilà, ça c'est un très bon exemple de ce qu'on essaye de faire. Et c'est très concret, évidemment. Valérie Mancret-Taylor, vous êtes toujours avec nous, directrice générale de l'ANA. Valérie, peut-être un mot pour dire comment finalement l'ANA peut également accompagner la conduite de projets de redynamisation de territoire qui articulent des échelles, des interventions et là encore des procédures ciblées. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet ? Alors, beaucoup de choses qu'ont dit mes collègues. D'abord, évidemment, un corpus documentaire sur les manières d'intervenir sur l'habitat privé, des guides et beaucoup de choses qui peuvent exister en ligne sur le site de l'ANA. Aussi, beaucoup de data. Le parc privé, par essence, il est mal connu, et notamment tout ce qui est parc privé en mauvais état. Donc, c'est tout ce qui relève du parc potentiellement indigne, tout ce qui relève de la capitalisation de la connaissance sur les copropriétés, qu'elles soient en bonne santé ou en moins bonne santé, au travers du registre national de copropriété que l'ANA partage en fait les résultats avec les collectivités territoriales, et je pourrais égrener comme ça beaucoup de sujets. Et en fait, ce qui me frappe, si vous voulez, finalement, depuis un certain nombre d'années, c'est que les agences de l'État, les services de l'État sont de plus en plus en conseil en fait auprès des collectivités territoriales. Notre rôle est de plus en plus en conseil auprès des collectivités, et c'est pour ça aussi qu'à l'ANA, on finance en partenariat avec la Banque des Territoires, notamment dans le programme Petites Villes de demain et dans le programme Action Cœur de Ville, les chefs de projet, c'est-à-dire ces personnes qui sont insérées dans les services des collectivités territoriales et qui vont les accompagner dans le processus que décrivait très bien Pierre Verza, c'est-à-dire leur permettre d'avoir une meilleure connaissance de leur territoire par rapport à ce qu'elles veulent réaliser comme projet et mieux écrire le cahier des charges pour pouvoir ensuite avoir une ingénierie plurielle qui réponde aux différents sujets qu'elles veulent traiter dans la revitalisation. Ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Oui. Et derrière la question des chefs de projet, ce que je voudrais partager avec vous aussi, c'est que les territoires ne sont pas égaux, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans des territoires plus ruraux ou dans des territoires plus urbains, forcément, la force d'ingénierie n'est pas exactement la même. C'est pour ça qu'à l'ANA, nous mettons en place, soit seuls sur nos sujets propres, ou soit en partenariat avec la NCT, des clubs ou
des clubs de chefs de projet pour pouvoir partager non seulement évidemment les savoir-faire, mais aussi les retours d'expérience de terrain qui sont extrêmement importants et qui enrichissent en fait la connaissance et du coup le savoir-faire. Et c'est intéressant d'entendre cela. Vous pouvez poser des questions, vous qui nous regardez sur le chat. Je les poserai en votre nom dans quelques instants. Pour aller un peu plus loin avec vous, Gisèle Rossaminho, pour la Banque des Territoires, on l'entend, le manque d'outils et notamment parfois d'opérateurs capables de mener des opérations d'aménagement, de restructuration commerciale. C'est souvent un frein important. On l'entend pour la mise en œuvre des projets. On a vu la constitution d'une centaine de foncières dans le cadre du plan de France Relance. Est-ce que ça va permettre, ça, de répondre aux difficultés rencontrées, notamment par les territoires les plus fragiles? Alors, si on y met autant d'énergie, c'est qu'on espère que ça va apporter des réponses, à défaut de répondre complètement. Oui. En fait, le développement de foncières dans lequel nous investissons, en soi, il n'est pas nouveau. On avait lancé l'idée d'avoir ces outils qui permettent de transformer des actifs territoriaux et de les restructurer dans le cadre du programme ACV. Ce qui est nouveau, c'est la massification de la démarche. D'accord. C'est nouveau, pourquoi ? Parce qu'au pire moment de la crise, c'est-à-dire au printemps dernier, on s'est aperçu que les commerces fermaient tour à tour leurs portes et qu'on avait un taux de vacances qui s'accélérait. Oui. Et donc l'idée, c'était de dire, comment est-ce qu'on fait pour qu'on ait des outils sur le terrain pour restructurer, transformer ces commerces et pour les remettre sur le marché ensuite et qui répondent vraiment aux besoins des territoires et aux besoins évidemment des citoyens qui habitent dans ces territoires. Et donc la création de ces foncières, c'est ça. La massification, c'est passer à 100 foncières et traiter 6000 commerces. C'est énorme en 2 ans. Oui. Et donc là évidemment, pour arriver à ça, il faut de l'ingénierie. Pourquoi ? Parce que c'est complexe. Et donc, il faut structurer des outils. Ces outils sont des outils d'une très grande complexité. Ce sont des filiales de SEM, des structures sur lesquelles il faut qu'on accompagne la structuration, qu'on réfléchisse au plan d'affaires, qu'on amène la foncière à structurer son plan d'affaires. Et donc là aussi, l'ingénierie est capitale. Alors nous, on va investir 300 millions d'euros en fonds propres dans ces foncières et 6 millions d'euros pour justement accompagner en ingénierie. Donc on voit bien que l'ingénierie, sur tous les sujets qui sont structurants ou dans lesquels on a besoin de massifier, est absolument indispensable. Et est-ce que ça répond à la question ? Est-ce que finalement, sur les besoins des territoires, ça peut permettre de prendre en charge l'ensemble des besoins des territoires ? Et comment est-ce qu'on peut faire pour s'assurer que toutes les communes bénéficient justement de ces outils opérationnels? Alors, et de ne pas en laisser sur le bord de la route. Prendre tous les besoins, c'est pas l'alpha et l'oméga, c'est un Bien outil sûr. parmi d'autres, il y a d'autres outils. L'outil ne fait pas le projet non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez un outil que vous avez le résultat de ce que l'on cherche à faire, c'est-à-dire évidemment avoir une activité commerciale qui se développe. Nous, ce que l'on essaye de faire avec les 100 foncières, c'est d'avoir une répartition qui permette de traiter les commerces dont on a besoin, évidemment, de voir une restructuration et d'avoir des outils qui sont à la bonne maille. Oui. Et donc, est-ce que c'est une foncière par commune? Certainement pas. Par contre, c'est une foncière par territoire qui a besoin, évidemment, de cet outil pour transformer ce commerce. On peut avoir des foncières à la maille régionale, on peut l'avoir à la maille intercommunale, on peut l'avoir à la maille départementale. C'est vraiment du cousu humain. Bien sûr. Je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à faire quelque chose qui réponde vraiment aux besoins des territoires. J'ai une question, et peut-être avec Valérie Mancret-Taylor qui est encore avec nous. Est-ce que la maille est la bonne? Et surtout, parce que c'est vous, Gisèle, qui l'avez abordé, ça reste parfois très compliqué, et vous nous le dites. Les choses ne sont pas toujours simples. Est-ce que quand on crée ce genre de choses, le job de tous en commun, ce ne serait pas aussi de penser à faire encore plus simple, évidemment, pour ne pas complexifier les choses? Alors, je dois être l'énième journaliste à vous poser la question dans la journée, mais Valérie, est-ce que vous avez une réponse là-dessus, sur cette question de simplification? Alors sur la simplification, oui, on cherche toujours à simplifier. Je pense que, moi, je vais répondre en écho à ce que disait Gisèle. Je pense qu'on fait du sur-mesure et qu'en fait, on simplifie quand on fait du bon conseil et quand on est à l'écoute de ce qui se passe sur un territoire. J'ai un exemple en tête cette semaine. On a sur un territoire un préfet qui nous a interpellés parce qu'il y avait une vraie difficulté de financement à un moment donné du chef de projet. On a pu examiner une situation qui était compliquée et dont l'examen en fait au niveau local ne permettait pas de déboucher. On a trouvé une solution.
Donc je suis pas, moi je cours pas après la simplification pour la simplification systématiquement, mais par contre vraiment sur une oreille attentive. Je reviens sur les questions de conseil, sur les questions d'écoute, sur les questions de sur-mesure. Bien sûr là c'était dans un lien direct ANA territoire, mais parfois c'est dans une triangulation ou une quadriangulation avec les autres partenaires du programme ACV ou du programme Petite Ville de demain. On ne peut que trouver des solutions à partir du moment où on se met aussi dans un état d'esprit qui consiste à aller chercher ces solutions et donc à être en dialogue avec les territoires. Nicolas Soudon réagit sur ce plateau. Oui, parce que cette question de la simplicité est à mon avis à la fois une bonne et une mauvaise question. Il faut arriver à faire simple, mais avec la complexité qui est la nôtre. Bien sûr. Et il me semble que sur les questions de nature de projet, de champ de projet et d'ingénierie, on fait face à des échelles différentes. L'échelle d'ingénierie nécessaire pour un projet, je dis n'importe quoi, sur le gaspillage alimentaire, ce sera plutôt la commune. Oui. Ou voire un petit peu plus large si on commence à travailler sur les approvisionnements. L'échelle sur un schéma énergétique, ça peut être quasiment le pays, voire même, pourquoi pas, la région, avec les SRADET. La question sur la rénovation du tertiaire public, là aussi, on peut retomber sur le niveau communal en termes d'expertise. Donc il faut travailler sur ces différentes échelles. Et c'est plutôt ça que la réponse à la simplicité absolue. Et cette question des échelles, la réponse, elle est aussi dans les collectivités publiques elles-mêmes. Aujourd'hui, par exemple, sur les territoires dont on considère qu'ils disposent de moins d'ingénierie, plus ruraux, etc., parfois il faut aussi accepter de monter d'échelle. Et l'échelle, ça peut être aussi des EPCI ou des groupements d'EPCI, avec par exemple les PETR, les PI, etc., qui sont une échelle qui est faite pour faire de l'ingénierie publique. Après, elle va ensuite commander de l'ingénierie privée, peut-être, mais la maîtrise d'ouvrage, elle se situera bien là. Et il faut jouer avec cette palette-là. Sinon, je pense qu'on va se tromper en voulant simplifier quelque chose qui n'est pas simple au départ. Et quand je parle de simplification, je ne parle pas de choses simplistes, évidemment, je fais bien le distinguo là-dedans. J'ai une question qui arrive sur le chat et qui sera pour vous, Pascal Berthaud. Je vois cette question, Pascal, mais peut-être pour vous d'ailleurs aussi, Nicolas. Quand on parle d'outils de mutualisation entre collectivités, il y a déjà les ATD, les agences techniques départementales. Comment le CEREMA, en ce qui vous concerne, articule ses actions justement avec les actions de l'ATD, des ATD? En fait, c'est un vrai sujet et qui renvoie finalement à l'organisation de l'ingénierie publique. Avant la décentralisation, c'était relativement simple. C'était l'État qui faisait tout. Il y avait des DDE et puis il y avait des CT, il y avait des services techniques centraux, etc. Tout l'échelon local de l'ingénierie publique de l'État a été supprimé et l'échelon régional et national a été fusionné au sein du CEREMA. CEREMA peut donc apporter évidemment cette expertise de deuxième niveau aux collectivités, mais évidemment, elles ont besoin d'avoir une ingénierie publique de premier niveau, et c'est notamment à cela que répond évidemment les agences départementales. Vous l'aurez compris, ça veut dire évidemment qu'il doit y avoir une proximité assez forte entre les agences départementales et le CEREMA, et on y travaille effectivement. On y travaille bien évidemment sur le plan technique, avec justement une convention qu'on est en train de préparer et des modes de travaux en commun, mais on y travaille aussi sur le plan institutionnel, puisque au moment même où nous nous parlons, le statut du CEREMA est en débat dans la loi 4D au Sénat, avec effectivement l'objectif de faire en sorte que le CEREMA devienne un établissement public, certes de l'État, mais aussi un établissement public local, et que dans ce cadre-là, évidemment, les agences techniques départementales, par exemple, puissent être partie prenante, adhérer au CEREMA, ce qui évidemment facilitera très largement le travail en commun. Et l'idée, évidemment, c'est d'être efficace, et on l'entend tous. J'ai une autre question qui arrive sur le chat, elle sera pour vous, Gisèle Rosamignot. On vous demande, les foncières de la Banque des Territoires semblent prendre appui sur les outils existants. Alors finalement, quelle est la plus-value justement de vos foncières ? Alors d'abord, ce n'est pas les foncières de la Banque des Territoires. Ce sont des outils qui sont aux mains des collectivités territoriales. Accompagnés par la Banque des Territoires. Qui sont accompagnés en financement par la Banque des Territoires, mais pas seulement. Bien sûr. Il y a bien sûr d'autres partenaires, puisque en plus la Banque des Territoires n'investit jamais seule dans les foncières. Alors, les foncières que l'on cherche à créer, ou qu'on contribue à créer aux côtés d'autres acteurs, elles ont cette
qualification, si je puis dire, d'être des foncières de revitalisation le plus souvent, c'est-à-dire qu'elles traitent à la fois de plusieurs actifs. Elles peuvent traiter de commerce, mais souvent elles traitent du logement qui est en dessus du commerce, voire d'autres locaux, et puis elles traitent toute la chaîne de valeur, de l'acquisition de l'actif à sa transformation, puis à la remise sur le marché avec la gestion qui va bien derrière. D'accord. Et donc c'est toute cette chaîne de valeur qui est la force de ces foncières de revitalisation. Et en effet, vous n'intervenez pas seul et vous n'êtes pas seul décisionnaire, évidemment. Bien sûr que non. Ça permet de répondre à ces questions, évidemment. On va pouvoir, sur une autre séquence, aller un peu plus loin, tous ensemble avec nos invités. C'est comment finalement doter les collectivités d'une plus grande autonomie opérationnelle, parce que c'est bien sûr la question que beaucoup se posent. Et pour cela, on a le plaisir d'accueillir Mélanie Lamant, qui est directrice de la stratégie de l'accompagnement des acteurs à l'ANRU. Bonjour Mélanie, vous m'entendez bien ? Oui, bonjour, vous m'entendez aussi ? Oui, on vous entend très bien. Merci beaucoup d'être connecté avec nous aujourd'hui. L'ANRU a évidemment l'expérience d'un premier programme de rénovation urbaine, le PRU. Vous travaillez aujourd'hui sur la mise en œuvre d'un nouveau programme déjà bien avancé. Parlez-nous, fort de cette expérience-là, de la manière dont vous pourriez aider, selon vous, les collectivités à monter en compétences et en autonomie. Oui, tout d'abord, merci de nous avoir, merci à la NCT d'avoir invité l'ANRU. C'est vrai que je pense qu'on, ce que fait l'ANRU fait vraiment écho à tout ce qui a été dit précédemment dans les deux premières thématiques qui ont été abordées sur cette table ronde. Et je pense que les modalités d'intervention et de soutien à l'ingénierie qui sont portées par l'agence au travers de son règlement témoignent bien de la volonté de pouvoir aider les collectivités à avoir une autonomie opérationnelle et à monter en compétences. Et je suis assez sensible à ce qu'a dit Monsieur Pierre Véza sur la nécessité pour l'ingénierie privée de pouvoir dialoguer avec les collectivités et les porteurs de projets. Donc, dans ce sens-là, les modalités d'intervention de l'ANRU en matière d'ingénierie, elles sont assez diverses et elles combinent plusieurs éléments que vous aviez évoqués. D'abord, des soutiens systématiques pour l'ensemble des projets au financement de postes, pour des équipes projets qui puissent exprimer et, comme vous l'avez dit, formaliser le besoin, traduire la vision politique des élus d'un projet de territoire, d'un projet de quartier. Ça, c'est essentiel. On est sur des financements de postes qui sont en moyenne de 2 postes à temps plein dans un projet, dans un PRIN, un projet national, donc sur 8 à 10 ans. Donc c'est bien sûr un apport en expertise publique qui est donné aux collectivités. Vous évoquiez la difficulté pour les petites collectivités d'avoir de l'expertise publique. N'oublions pas aussi que pour certaines, ce sont aussi des difficultés financières de pouvoir se doter de cette ingénierie en interne. Donc, première modalité aussi pour pouvoir permettre, je pense que c'est essentiel à la collectivité de pouvoir dialoguer avec l'expertise privée et pouvoir piloter réellement un projet. Deuxième mobilité, c'est bien sûr les cofinancements d'études et d'assistance à maîtrise d'ouvrage qui sont extrêmement importantes, qui se font sous pilotage direct de la collectivité. Donc, ce sont des financements attribués par l'ANRU qui représentent des montants importants. Aujourd'hui, on est sur 630 millions d'euros d'études qui sont contractualisées avec un cofinancement de l'ANRU de 50%, donc des montants considérables. Et puis, là aussi, une articulation assez intelligente avec les autres opérateurs publics, notamment avec la Banque des Territoires ou l'ANA, qui se sont traduites par un appui en expertise privée très fort pour les collectivités, plus particulièrement dans la phase de protocole de préfiguration des projets de rénovation urbaine. Donc ça, c'est une modalité d'intervention qui suppose que la collectivité publique puisse effectivement formaliser un cahier des charges pour pouvoir définir son besoin et trouver la bonne ingénierie privée pour l'accompagner dans son projet. C'est vrai que sur le PNR4, il y a une articulation fine qui est faite avec l'ANA, qui est particulièrement appréciée par les collectivités. Ensuite, on a aussi nous-mêmes, agences publiques, besoin de cette ingénierie privée, puisque on appuie parfois sous pilotage en rue les collectivités par des missions d'appui qu'on déclenche pour aider à débloquer un projet, souvent sur des questions de gouvernance.
gouvernance, et on a à l'ANRU un accord cadre important qui permet de mobiliser des expertises privées qui sont parfois pas à la portée des collectivités, donc avec une expertise très forte et des experts qui viennent apporter leur appui à la collectivité. Ce sont des experts qui enrichissent aussi beaucoup le travail et la compétence de l'ANRU, puisque on organise régulièrement une journée des prestataires où on fait dialoguer cette ingénierie privée pour enrichir aussi notre vision. Donc ce sont des moments qui sont importants pour toute l'équipe des experts de l'ANRU, et qui sont aussi ces experts-là qu'on met en dialogue avec les collectivités lorsqu'on organise, par exemple... Mélanie Lamant, pardon, je vous laisse terminer là-dessus pour qu'on puisse enchaîner, si vous voulez bien. Oui, et puis troisième point, on est aussi, je pense, en forte montée, en appui, en montée en compétences pour les collectivités lorsqu'on est sur un travail de réseau, lorsqu'on met à la disposition l'expérience d'autres collectivités, mais aussi l'expertise privée avec des innovateurs, des startups, c'est les clubs ANRU+ qu'on a constitués, et l'accompagnement à la maturation des projets. Il y a un autre sujet d'ailleurs sur lequel j'aimerais que vous puissiez nous apporter un petit éclairage, c'est que vous avez favorisé également la mise en place de conseils citoyens. En quoi ils peuvent aider ces collectivités à élaborer leur projet de territoire et à contribuer à la réussite de ces projets, ces fameux conseils citoyens? En quelques mots, s'il vous plaît. Oui, je pense qu'aujourd'hui on est tous convaincus de l'expertise d'usage et de son importance au même rang que la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre. Donc l'expression des habitants au travers des conseils de citoyens, mais pas que, mis en place par la loi Lamy, est aujourd'hui un enjeu extrêmement important, à la fois pour la phase de conception des projets, d'élaboration, pour qu'ils puissent répondre aux habitants à qui ces projets sont destinés, et puis aussi sur la phase de conception. Je pense notamment lorsqu'on programme aujourd'hui une école dans un quartier de rénovation urbaine, il y a un travail de complémentarité qui est fait avec tous les acteurs de l'éducation et qui aide à définir un équipement public qui réponde pas uniquement à un besoin d'équipement, mais aussi à un programme éducatif. Donc c'est quelque chose d'important. Et puis bien sûr, dans la pérennité, l'appropriation d'un projet, le projet de gestion doit être travaillé avec les habitants et les conseils de citoyens pour répondre et évoluer aux besoins et aux usages qu'en font les habitants. Et ça fait partie des bonnes pratiques aussi, des expériences que l'on diffuse et que vous diffusez dans les territoires pour permettre à d'autres de s'en inspirer. C'est la question que je vais avoir pour Pascal Berthaud chez CEREMA, mais aussi Nicolas Soudon pour l'ADEME. Pascal et Nicolas, finalement, capitaliser sur ces expériences, sur les bonnes pratiques telles qu'on en parle là à l'instant, ça peut forcément aider les collectivités à acquérir les bons réflexes et peut-être même les rassurer pour passer le cap et avoir ce fameux déclic que l'on évoquait aussi tout à l'heure. Pascal. Non seulement ça peut aider, mais en ce qui concerne le CEREMA, c'est très clairement une de nos 3 missions de base, à la fois une mission sur évidemment la recherche, l'innovation, le développement méthodologique, à la fois une mission d'accompagnement des collectivités et de l'État sur le terrain, mais aussi effectivement une mission de capitalisation de la connaissance et de diffusion de celle-ci. Nous publions environ une trentaine de guides techniques chaque année, ou de guides d'ailleurs très simplifiés à destination des élus. D'ailleurs, avec la NCT, on vient de bâtir un guide de 4 pages justement sur les CRTE, et on publie assez régulièrement. Je crois que c'est un sujet majeur parce que finalement, la décentralisation fait qu'il y a des expériences d'un petit peu partout, et il est absolument essentiel de capitaliser tout ce savoir-faire qui est fabriqué finalement de façon très dispatchée, de le traiter et de le remettre à disposition de tout le monde. Alors, aujourd'hui, ça se fait beaucoup, évidemment, à travers des publications, des guides. Demain, ce sera beaucoup à travers des outils d'animation, notamment aujourd'hui des conférences techniques qui s'appellent les quotitas, qui vont évoluer pour être beaucoup plus larges sur l'ensemble des sujets à travers justement des conférences techniques partenariales. Ce sera à travers, évidemment, là aussi, des plateformes. Et je sais que les uns et les autres, nous travaillons sur ce sujet-là. Mais c'est pour le coup, je crois, quelque chose d'absolument essentiel et totalement consubstantiel justement à la décentralisation et au fait que chaque collectivité démarre, c'est cette capacité justement à un moment à ce que l'expérience d'une collectivité au Pays Basque puisse servir à une collectivité dans l'Est et réciproquement.
Et ça, c'est pour nous une mission assez majeure du CEREMA. Et importante, évidemment, la question est la même pour vous, Nicolas Soudon. Oui, alors moi je rejoindrai beaucoup de ce qui a été dit par Pascal. À l'ADEME également, nous avons une vocation, une fonction de formation des acteurs sur la question de la transition écologique. Donc on produit des formations qui sont une manière de capitaliser aussi le savoir, et on publie énormément de choses. Moi-même, parfois, j'ai du mal à lire tout ce qu'on publie. Et comment on publie ça ? Il y a deux manières de le faire. La première chose, c'est que nous-mêmes, nous sommes consommateurs d'ingénierie, mais j'allais dire beaucoup en réalité. Oui, à titre d'exemple, on a récemment publié une étude sur l'autonomie énergétique dans les zones non interconnectées. Alors désolé ce barbarisme, mais en gros, c'est les îles et les outre-mer. Et c'est la question que ces territoires doivent devenir autonomes énergétiquement en 2030. Et c'est un sacré défi, honnêtement pas simple du tout, et qui va nécessiter d'ailleurs l'appui de la Banque des Territoires, l'appui du CEREMA, l'appui de tous les acteurs. Et cette étude, je le signale, a été faite avec des bureaux d'études privés qui sont Artelia, Enerdata, Oderxis, voilà, des gens qui sont peut-être ici à nous écouter, et on les remercie parce que c'est un travail conjoint, construit ensemble, et cette capitalisation, elle est là, parce que ce document, il a été diffusé chez l'ensemble des élus des régions d'outre-mer, et elle a pour vocation de les éclairer sur les mesures à prendre, sur les enjeux, les difficultés, et donc voilà, c'est une vocation de partage de ce qu'on commande nous-mêmes comme étude ou qu'on produit nous-mêmes comme étude. Et ensuite, il y a les projets qu'on finance, et les projets qu'on finance doivent avoir aussi un rôle de vitrine. Oui. L'enjeu, évidemment, c'est que les collectivités se pillent littéralement sur les bonnes initiatives. Il ne s'agit pas de camoufler pour que la compétition des territoires s'installe. L'idée, c'est que les bonnes idées soient dupliquées. Et pour qu'elles soient dupliquées, il faut effectivement qu'elles soient rendues publiques, mises en visibilité, publiées, montrées, digérées. Et le rôle de digestion et de diffusion et de valorisation, c'est aussi notre boulot à nous en tant qu'opérateurs de l'État. Et je le signale, il y a aussi des moyens de faire que cette diffusion soit plus solide, plus efficace. C'est les outils numériques dont on dispose aujourd'hui. Je sais qu'à la Banque des Territoires, vous avez un portail qui est très, très performant et très bien fait. On a nous-mêmes ouvert un portail de même nature il y a quelques mois qui s'appelle Agir pour la transition, dans lequel on trouve d'ailleurs ces fiches. On trouve à la fois de la matière, mais aussi des moyens d'aller sur du financement directement pour faire sa demande de subvention, par exemple. Et allez-y, je vous laisse terminer, je vais me tourner vers Valérie Mancret-Taylor, sauf si vous aviez une... Non, j'aurais d'autres choses à dire après. Valérie Mancret-Taylor, côté ANA, justement, vous avez une organisation déconcentrée. Et comment est-ce que vous organisez, vous, justement ? Comment est-ce que vous faites redescendre cette capitalisation vers les territoires ? Alors d'abord, on l'organise au niveau national, c'est-à-dire que on a des clubs de chefs de projet, des clubs sur différentes thématiques qui nous permettent d'abord de partager les bonnes expériences et ensuite de les valoriser pour les capitaliser. Et ensuite, dans notre organisation déconcentrée, les préfets de département et les préfets de région sont les délégués territoriaux de l'ANA, et les services des DREAL et les services des DDT constituent un réseau, mais aussi avec certaines collectivités territoriales qui sont délégataires des aides à la pierre, constituent un réseau, en fait, et notre réseau sur le territoire, avec qui nous sommes en dialogue permanent. Pour le dire de façon autre, ce sont eux qui sont en fait dans la prise de décision ou dans le conseil vers les collectivités territoriales au quotidien. Et en fait, notre travail à nous au niveau du siège, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est du conseil. C'est un autre type de conseil. Mais en gros, rien ne se passe au niveau national à l'ANA. Tout est décidé au niveau local. Par contre, nous animons ce réseau, évidemment, pour faire connaître notre réglementation, pour faire connaître les bonnes pratiques au nord, au sud, à l'est, à l'ouest de notre pays, mais aussi pour apporter du conseil et faire en sorte que par rapport à des questions d'ingénierie qu'on gère, par exemple avec l'ANRU, ou lorsque on va vouloir à un moment donné trouver quel est le meilleur outil de l'ANA pour pouvoir traiter tel type de problématique sur tel type de quartier, tel type d'ensemble immobilier, on va intervenir en conseil pour pouvoir aider la collectivité territoriale en lien avec les services du préfet à mettre en place la meilleure contractualisation possible et donc du coup les meilleurs financements possibles. Gisèle Rossamigno, ça vous parle finalement, cette manière de faire avec les clubs par exemple, et en tout cas avec ce lien au quotidien pour la Banque des Territoires? Ah oui, moi, ça nous parle beaucoup bien sûr. Je veux peut-être rebondir sur un point, l'enjeu de la capitalisation. Oui. D'abord, c'est de donner du confort aux collectivités locales, parce que je pense que quand une collectivité locale voit comment ça a marché dans une autre collectivité, ça lui donne du confort, ça la rassure. Et puis le deuxième élément, c'est que ça nous permet d'aller plus vite. En fait, on a un rapport au temps qui s'accélère aujourd'hui. Notre pays est en situation compliquée, il faut qu'on aille vite. Et donc, pour aller vite, il ne faut pas réinventer la poudre à chaque fois. Bien sûr. Mes propos sont un peu triviaux, mais je crois que c'est ça. Aller vite, ça veut dire utiliser ce qui marche à un endroit pour essayer de l'utiliser ailleurs. Et puis, le deuxième élément sur lequel je veux rebondir, c'est la notion de réseau.
Je crois vraiment que de la capacité à faire, on en a. On vient de le dire. Les opérateurs de l'État qui sont extraordinaires, les collectivités, tout le monde a envie de bien faire. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on met en réseau pour que les échanges se facilitent et la circulation d'informations aille vite. Nous, on en est convaincus, tout comme ce qui vient d'être dit à l'instant. On vient de mettre en place le réseau des foncières pour partager l'expérience. Et puis, moi, je m'appuie beaucoup, comme Valérie d'ailleurs, sur nos équipes dans les territoires. J'ai un réseau de collaborateurs, de 900 personnes dans les territoires. Eh bien, c'est ce réseau-là qui doit aller au contact des collectivités et puis travailler avec l'écosystème, avec l'ensemble des partenaires et ne pas être cloisonné. C'est ça l'enjeu. Toujours la problématique des silos, les uns et les autres en silo, alors qu'en effet on peut partager un peu plus. Ça vous parle, Pierre Verza, certainement au niveau de Syntec Ingénierie, cette coopération finalement, on le sait, l'avenir de l'ingénierie passe aussi par l'accompagnement des démarches de coopération entre territoires, c'est aussi ce dont on parle là. Tout à fait, tout à fait. Et je vous j'entendais Gisèle Rossaligno parler de dire pour aller vite, il faut utiliser ce qui marche. Et en fait, c'est notre métier. Je dirais c'est notre métier et c'est notre intérêt. Et c'est là où l'intérêt de l'ingénierie concurrentielle rejoint le besoin du public. C'est que nous, par définition, une fois qu'on a résolu un problème quelque part, on n'a qu'une envie, qu'un rêve, c'est de vendre exactement la même chose ailleurs. Parce qu'on va gagner un petit peu plus d'argent, ça va être un peu plus facile, il y aura un peu moins de risques. Donc on sera les premiers à circuler. Donc non seulement ça rend service, mais ça nous facilite la vie, ça sécurise la production, tout le monde est content. Donc notre métier, c'est de faire circuler l'intelligence d'un territoire à l'autre. Donc le premier niveau de coopération, c'est ça. C'est par essence, vous travaillez avec de l'ingénierie concurrentielle, leur job, c'est d'essayer de refourguer ce qu'ils ont déjà vendu ailleurs. C'est clair. Bien sûr. Donc ça garantit la capitalisation quelque part. C'est une machine formidable à capitaliser parce que voilà, les capitalistes capitalisent. C'est bien connu. Donc l'entreprise privée et concurrentielle le fera. Après, plus sérieusement, je trouve que l'atelier sur la prospective qui a eu lieu, je ne sais plus si c'était hier ou avant-hier, a montré l'importance aussi des coopérations et de l'ingénierie de coopération. Et là, ça devient un peu plus complexe. C'est-à-dire que c'est pas juste faire circuler, c'est aussi être mieux imbriqué. Et de travailler entre différentes strates de collectivités. Et je pense que là, c'est un challenge pour nous aussi, parce qu'on a un peu l'habitude d'avoir un contrat, un client, un but. Là, il faut vivre dans un écosystème un peu compliqué, avec plusieurs niveaux de collectivité. Typiquement, je crois qu'il y a eu des discussions sur comment fait-on, travaille-t-on sur la mobilité, etc. Dès qu'on travaille sur la mobilité, la vie durable, plein d'acteurs à plein de niveaux interviennent. Ça fait plusieurs clients, ça fait plusieurs interfaces. Donc, il faut qu'on apprenne, nous aussi, à travailler cette multiplicité d'acteurs et à être finalement, éventuellement, l'un des facilitateurs, puisque on est libre d'aller parler à tout le monde. On n'est pas enfermé dans une case quelque part, dans un organigramme administratif. Donc, on va parler à tout le monde et on va essayer de proposer le même service à plusieurs. Donc, je pense que il y a peut-être des outils contractuels spécifiques à mettre en place pour gérer, parce que le marché public, en général, c'est un but, un client, un fournisseur. Il faudra peut-être qu'on travaille là-dessus. Il y a peut-être des solutions de facilitation, des accords cadres, des groupements d'achat comme ça existait pour certains domaines. Mais si on a ces outils, je pense qu'on peut vraiment être le lion dans cette coopération. Alors, on va demander à Nicolas Soudan ce qui l'a fait tiquer quand vous étiez en train de donner votre réponse. Vous allez dialoguer peut-être là-dessus, Nicolas. Votre réaction, je l'ai en direct sur le plateau. Il ne s'est pas énervé, ne vous inquiétez surtout pas, mais il a peut-être quelque chose à vous dire. Ça ne m'a pas fait tiquer parce qu'en fait c'est du vécu, puisqu'il y a une vingtaine d'années je faisais ce métier, j'étais consultant. Donc effectivement, la première mission qu'on fait sur un sujet qu'on ne connaît pas quand on est consultant, on y passe beaucoup de temps et on perd de l'argent en général. C'est ça. Et on peut faire une bonne mission quand même. Bien mais sûr. La deuxième, on essaye de se rattraper effectivement en industrialisant les choses et en faisant une marge un peu plus élevée. Sinon, les bureaux d'études ne gagneraient jamais d'argent. Mais ce que je signale, ça c'est le côté un peu obscur de l'affaire, mais en même temps, c'est pragmatique. Exactement. Mais de l'autre côté, du côté des acteurs publics, ça démontre d'autant plus l'importance de la force de la maîtrise d'ouvrage. C'est-à-dire qu'il faut que du côté de la collectivité publique, le client soit fort aussi. Il faut qu'il soit puissant aussi dans sa maîtrise d'ouvrage et dans sa capacité à accompagner la prestation qui sera faite, peut-être pour une deuxième fois par le bureau d'études, et à la rendre encore meilleure. Et ça, ce travail-là, ça s'accompagne, c'est l'autonomie dont vous parliez au début, et cette autonomie, il faut la structurer, l'accompagner, et plus la maîtrise d'ouvrage sera solide, plus en fait le résultat de la mission faite par un prestataire externe sera également solide. Et en général, sans vouloir parler pour vous, mais les bureaux d'études aiment bien quand en fait le maître d'ouvrage sait ce qu'il veut,
est bien coordonné et laisse pas le bureau d'études complètement perdu. Voilà, donc c'est ça qui fait une bonne mission. Quand tout est clair, évidemment, et aussi dans la relation, Pierre Verzat, vous acquiescez gaiement. Tout à fait. Les bonnes missions, les vraies missions, c'est quand le maître d'ouvrage sait ce qu'il veut et qu'il décide. Bien sûr. Et c'est pas toujours facile, d'où l'importance de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage et de l'intervention d'acteurs publics pour aider les maîtres d'ouvrage à bien décider. Et ça rejoint une question qui nous est posée, que je peux poser à Valérie Mancret-Taylor, mais aussi à vous, Nicolas Soudon. Quelqu'un nous demande sur le chat, les collectivités ont des difficultés à trouver des chefs de projet pour piloter leurs projets. Selon vous, quel est le profil le plus adapté et comment trouver ces compétences? Et ça répond finalement à cette question, c'est qu'à un moment ou un autre, il faut que les collectivités soient assez costauds, avoir la bonne ressource pour pouvoir échanger avec vous. Mais comment on les trouve, ces perles rares? Nicolas Soudon, ensuite Valérie. D'abord, il faut les former, tout simplement. Il faut les former, il faut une formation initiale et ensuite, il faut qu'ils aient de l'expérience. Et bon, bêtement, hein, nous, dans les travaux qu'on fait, souvent, on prend des jeunes diplômés et puis ils restent 2-3 ans et ensuite ils partent. Et ensuite, pour certains, ils partent dans les bureaux d'études ou chez des experts en matière de rénovation énergétique, ou alors ils partent parfois dans les collectivités pour devenir chef de projet. L'exemple que j'ai en tête, c'est les conseillers en énergie partagée, qui est un outil qu'on propose aux communes de moins de 10 000 habitants, donc qui sont partagés au sein, par exemple, d'une ALEC ou d'un syndicat d'énergie, etc., et qui vont auditer le parc tertiaire de la commune pour dire en gros quelles sont les marges de manœuvre en termes de performance énergétique. En général, ces conseillers, ils restent 3, 4, 5 ans et puis ensuite ils partent ailleurs. Et ils ont une expérience comme ça qui est très solide après et qui leur permet d'être chef de projet. Mais j'allais dire, n'importe qui peut être chef de projet à condition d'avoir du bon sens, un peu de bouteille, de l'énergie à revendre et une capacité d'initiative et une compréhension des équilibres parfois un peu savants dans une collectivité publique. Et un peu de patience aussi quand même. Valérie Mancret-Taylor, qu'est-ce que vous répondez à cette question qui vous était aussi adressée peut-être sur le chat? Vous avez des stocks de pépites à nous recommander pour savoir on peut les trouver comme ça clé en main pour aller vite? Alors, un peu comme ce que disait Nicolas à l'instant, nous aussi, on essaye d'avoir tout un vivier de jeunes qui rentrent à l'agence, soit comme apprentis, soit sur des contrats à durée déterminée pour un certain nombre d'années, qui constituent effectivement un vivier. Mais ceci dit, la question qui est posée sur le chat est une vraie difficulté du moment. Et je partage ce que dit Nicolas, c'est-à-dire il faut effectivement former. Moi, je pense que il y a pas de formation aujourd'hui suffisante en fait pour former des bons chefs de projet, notamment sur les questions de revitalisation territoriale. Le sujet d'intervention sur la ville existante, refaire la ville, rebâtir la ville sur elle-même, même si on a l'impression que ces termes on les a dans notre vocabulaire depuis des années. On a quand même une culture très orientée vers la production neuve, encore beaucoup. Et donc, on a une vraie difficulté en ce moment. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me permettais de dire que tous les territoires n'étaient pas égaux. On a des territoires, notamment ruraux, périurbains, sur lesquels l'accès, en fait, à un vivier de chefs de projet pour pouvoir rentrer dans les services des collectivités territoriales, c'est une vraie difficulté. Mais j'ai pas de recette miracle au moment où on se parle. C'est une immense déception, Valérie, je peux vous dire, sur ce plateau. On attendait la clé, évidemment. Je suis vraiment désolée de dire les choses telles qu'elles sont réellement, parce qu'il y a beaucoup de collectivités qui nous appellent d'ailleurs en ce sens pour nous demander. Et on va vous remercier pour ça, évidemment. Gisèle Rossamigno, je vous ai vu réagir. Oui, alors non, il n'y a pas de recette miracle, mais ce qui est sûr, c'est que la formation est quelque chose de capital. Et donc, avec à la fois l'Académie des territoires qui forme les élus et à la fois l'Université des territoires portée par la Banque des territoires qui forme les chefs de projet, je pense qu'on essaye en tout cas d'y mettre les moyens. Alors, est-ce que ça suffit en soi? Peut-être pas, mais en tout cas, la question de la formation initiale, la formation continue et puis l'acquisition de connaissances au fil de son expérience, je pense qu'il n'y a qu'avec ça qu'on peut y arriver. On n'aura pas des chefs de projet sui generis qui, comme ça, tomberont du ciel et qui seront tous compétents, formés sur les sujets du moment qui se complexifient très largement. J'ai une question pour vous, Pierre Verzat, d'ailleurs. C'est peut-être une idée reçue de journaliste, mais c'est mon métier, hein, l'idée reçue. Pierre Verzat, est-ce que dans cette période où on doit avoir peut-être des consultants, des ingénieurs dans des boîtes qui se sont dit, mais moi aussi j'ai envie de changer de vie, j'ai envie peut-être de revenir sur mon territoire d'origine, j'ai envie de revenir à la campagne, etc. Est-ce que finalement, ces gens qui ont été formés dans l'ingénierie privée ne feraient pas des bons chefs de projet, quitte à changer de vie, autant se dire, tiens, j'arrive dans les collectivités, je lève la main, je change de vie, je quitte Paris, j'en peux plus, et je viens chez vous. Pierre Verzat, même si vous n'êtes pas prêt à tous les lâcher, ça peut être des bons chefs de projet.
J'avais deux choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, ça arrive déjà. Ça arrive déjà. On a régulièrement des ingénieurs qui se font débaucher par nos clients, par des collectivités. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'abord de travailler pour le bien commun et à un moment, ils décident de basculer de l'autre côté. Et c'est pas une question de rémunération ou de conditions, c'est aussi une question de conviction. Et donc, on en a un flux régulier. Et il est certain que le mouvement récent, avec cette tendance à fuir un petit peu les villes, peut aider à un peu irriguer les territoires avec des gens qui seraient volontaires. Donc, il faut aussi passer des offres d'emploi. Je pense que si vous passez des offres d'emploi dans les territoires, vous serez surpris par la réaction actuelle. Après, je suis très sensible à l'histoire de l'université des territoires et je pense qu'il y a une piste aussi à creuser. C'est notamment d'essayer d'attirer plus de femmes dans ce métier. Bien sûr. Et là, il y a un gisement, il y a un vivier, puisque par ailleurs, on a que 30% de femmes en ingénierie. Donc, il y a peut-être un vivier particulier, d'autant qu'elles sont beaucoup plus présentes dès qu'on parle d'environnement, dès qu'on parle de biens communs, dès qu'on parle de services publics. Et donc, on va peut-être plus facilement attirer des jeunes femmes qu'en leur faisant travailler sur du béton pour l'industrie. Gisèle pense qu'il ne faut certainement pas cibler un petit peu les femmes. Bien sûr. Gisèle, c'est beaucoup plus large que ça finalement, le recrutement des femmes sur n'importe quel sujet. Vous étiez en train de réagir à ce que disait Pierre Vergin. Oui, je ne doute pas que les femmes ont toute une vraie appétence sur l'environnement, mais elles ont beaucoup plus d'appétence sur tous les sujets, y compris des sujets industriels. Et voilà, je crois que le sujet est beaucoup plus large que ça. Mais effectivement, après, que nous ayons des femmes et des hommes, je pense que c'est une question de compétence et de formation, et c'est pas une question de genre. J'ai une autre question qui vient sur le chat. Nicolas, vous allez pouvoir y répondre d'ailleurs, et Pascal Berthaud aussi. Pascal, je vais vous tendre la perche. Sur le chat, un internaute s'interroge sur le rôle du national et se demande si finalement les organismes nationaux ne sont pas plus attendus sur la production d'outils, de guides, d'expérimentation, plutôt que sur l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Qu'est-ce que vous dites, vous, Pascal, de votre côté, et peut-être Nicolas ensuite? D'abord, je vais intervenir dans le débat précédent parce que ça fait 10 minutes que je demande la parole. Je vous prie de m'excuser, je ne vous voyais pas, c'est la difficulté du duplex, bien sûr. Non, c'est juste pour dire que tout ce qui a été dit est tout à fait vrai, mais moi, je voudrais juste vous donner une expérience sur le programme Pont, donc 28 000 communes. Et pour aller expertiser les ponts des communes, la moindre des choses, c'est quand même de demander l'accord de la commune. Donc, on a contacté 28 000 communes, première tentative par mail, etc., moins de 1% de réponse. C'est-à-dire qu'il faut déjà arriver à les toucher parce que les 28 000, elles sont toutes petites. Et finalement, on est arrivé, alors en passant avec la MF, avec la MRF, avec les associations départementales de maires, etc. Enfin, on est arrivé à en toucher 10 000, mais simplement pour vous rendre compte qu'en ce qui concerne les petites communes, qui sont la très grande majorité, oui. On a une énorme difficulté qui est que fondamentalement, il n'y a pas de maîtrise d'ouvrage. Oui. Donc avant d'aller penser qu'on va mettre des techniciens, etc., des chefs de projet auprès de la maîtrise d'ouvrage, le vrai problème, c'est que la maîtrise d'ouvrage, elle est quasiment inexistante. J'ai donné cette expérience-là parce que souvent, on pense, et notamment parce que ça a plutôt bien marché dans la politique de la ville, dans des logiques dans les grandes villes, on a réussi à faire ça. Dans le monde rural, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Bien sûr. Alors, pour répondre à votre question... Sur le rôle du national, finalement. Voilà, tout à fait. Alors, le rôle du national est indubitablement, effectivement, la capitalisation, le développement de méthodologie, l'innovation, etc. Et je pense qu'il est complètement essentiel. Pour autant, nous, on est assez persuadés que si on veut que, justement, ces méthodes, ces guides, etc., trouvent leur application sur le terrain, ça suppose de faire un geste, effectivement, d'aller sur le terrain, travailler avec les maîtres d'ouvrage, jusqu'à temps, d'une certaine façon, que le privé puisse prendre le relais. Et c'est vrai que, typiquement au CEREMA, le cycle de vie d'une méthode, c'est on innove, on transforme ça en guide méthodologique, on va l'appliquer avec un certain nombre de collectivités, puis en général, les bureaux d'études privées s'en emparent. Moi, quand on voit les adhérents de Syntex, souvent ils nous disent, tu sais, sur le coin de mon bureau, il y a les guides méthodologiques du CEREMA, et une fois que le privé s'en est emparé, pour le coup, effectivement, là, l'organisme national, il faut surtout plus qu'il s'en occupe. Merci pour ça. Je vais revenir vers vous dans un instant, comme avec tous les intervenants, pour vous demander chacun un mot de conclusion sur ce que vous souhaitez que l'on retienne finalement de tout cela. Mais d'abord, Nicolas Soudon, pour répondre à cette question du rôle du national et confronté finalement au rôle du local. Non, c'est une question essentielle. Alors, pour ce qui nous concerne, nous à l'ADEME, un peu comme Pascal sur le CEREMA, on a à la fois une structure au niveau national et comme toi, Gisèle, à la Banque des Territoires, on a une structure nationale, mais on a aussi des directions ou des délégations locales. Et donc, il faut arriver à jouer à la fois sur la
d'introduction d'outils de politique publique au niveau national, d'expertise générale, etc. Et il faut que nos équipes sur place soient capables de faire ce qu'on disait tout à l'heure, du sur-mesure, de la fine couture, etc. Et c'est pour ça que l'aide à la maîtrise d'ouvrage, ou l'appui à la maîtrise d'ouvrage, ou le financement de la maîtrise d'ouvrage, ça relève aussi de notre action au niveau local. Bien sûr. Et je voulais citer à titre d'exemple ce qu'on fait sur les contrats les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, où on a précisément trouvé une répartition de notre rôle entre le CEREMA, la NCT et nous-mêmes l'ADEME pour accompagner le plus possible de ces territoires CRTE. Il y en a 840 aujourd'hui. On voit bien que c'était difficile de tous les aider à développer leur maîtrise d'ouvrage. Pourtant, on va en accompagner, je pense, autour de 300. Enfin, peut-être que Yves pourra nous préciser le chiffre tout à l'heure. Et pour ce qui nous concerne à l'ADEME, on les accompagne avec un contrat d'objectifs territoire, donc une centaine de contrats d'objectifs territoire qu'on pourra faire, qui permettent de mobiliser de la maîtrise d'ouvrage interne à la collectivité, y compris chez les fonctionnaires. Parce qu'on oublie de parler des fonctionnaires territoriaux dans l'histoire. Ce n'est pas toujours des gens externes. Moi, je pense qu'il faudrait aussi, et c'est déjà le cas, je pense, qu'à l'INET, à l'Institut national des études territoriales, on forme des futurs fonctionnaires territoriaux à jouer ce rôle de chef de projet transversal, pas uniquement dans des rôles thématiques en silo. Qu'ils ont déjà peut-être, mais ils ont... Et les connaissant bien, je suis sûr qu'ils en sont capables. Oui, évidemment. Merci pour ça. Le petit mot de la fin, avant évidemment de conclure dans un instant avec Yves Le Breton, mais chacune et chacun, puisque vous avez eu la gentillesse d'accepter notre invitation et de contribuer à cet échange pour clore les assises, qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent d'abord de ces assises, en un mot, et l'ouverture vers demain. Je vais commencer peut-être avec vous, Pascal Berthaud, puisque vous étiez avec nous il y a un instant. Votre mot de conclusion. Et quand je dis un mot, c'est pas 14. Complémentarité public-privé, ça fait 3 mots, c'est pas mal. Merci beaucoup. Nicolas Soudon sur ce plateau. C'est en 3 mots, simplement, je me rends compte qu'on a tous évoqué beaucoup de choses intéressantes, mais nos auditeurs sont peut-être un peu perdus dans la foultitude de nos offres. Et je veux signaler que pour moi, il me semble que le terrain commun où on joue ensemble, c'est la NCT. C'est-à-dire qu'on se retrouve les uns et les autres, c'est pour ça qu'on se connaît bien. Tous les mois à la NCT auprès d'Yves Le Breton, on discute, on partage de l'information, on essaye de coordonner notre action. Donc la coordination de l'action publique sur cette question d'ingénierie. Et merci de le rappeler. Ici, Valérie Mancret-Taylor, votre mot de conclusion. Un peu la même chose que ce que vient de dire Nicolas Soudon, je partage complètement, donc je ne vais pas le paraphraser et je rajouterai un mot, patience, beaucoup de patience. Les sujets sur lesquels nous intervenons sont des sujets de longue haleine, donc beaucoup de patience, mais on va y arriver. Et merci beaucoup d'en avoir et de le rappeler ici. Mélanie Lamant, pour l'ANRU, si vous êtes toujours avec nous, votre mot de conclusion dans tout ce que vous avez entendu. Oui, peut-être aussi complémentarité entre ces expertises privées et publiques, entre une vision politique, une vision transversale, une vision administrative, financière, juridique, et c'est la richesse des projets portés par les collectivités avec un ensemble d'acteurs qui se complètent pour y répondre. Merci beaucoup pour cela. Gisèle Rossamigno sur ce plateau, votre mot de conclusion. Eh bien, j'irais remettre le client au cœur du sujet, c'est-à-dire tous les débats qu'on a aujourd'hui, c'est pour se dire comment on répond aux besoins de notre client ou de notre partenaire, selon le terme qu'on emploie. Et donc, c'est pas se regarder, mais c'est regarder notre action à travers un besoin. Et je pense que c'est ça qu'il faut sur lequel il faut qu'on soit guidé. C'est-à-dire c'est quoi le besoin de nos clients et comment on répond pour que ce besoin soit satisfait. Et pas pour que nous, on puisse être contents de ce qu'on fait, en fait. Ou en tout cas de l'être une fois que le client aura été satisfait, que vous aurez bien mené l'action. Merci de l'avoir rappelé ici. Pierre Verza, votre mot de conclusion. J'en aurai 4 ou 5. Bravo la NCT pour ses assises. Et vive la coopération publique-privée. Merci. Ça méritait que je vous offre ces 4 ou 5 mots parce qu'ils sont joyeux pour nous tous. Merci mesdames, merci messieurs. Et puis on accueille tout de suite sur ce plateau Yves Le Breton qui nous offre sa conclusion de ces 10 jours d'assises. On l'accueille. Et on est de retour sur ce plateau pour conclure. Yves Le Breton,
déjà, je poursuis ce que disait Pierre Verza. Merci la NCT, merci de nous permettre, depuis 10 jours, d'échanger, aujourd'hui de se retrouver autour de cela. Je vous ai vu très attentif, vous étiez derrière, là, juste en coulisses, mais pas loin de moi. Je vous ai vu très, très attentif. J'ai l'impression, dans tout ce que l'on se dit, que finalement, la création de l'agence, de la NCT, a permis d'amorcer de nouvelles façons de travailler, finalement, entre tous les acteurs. Quelle est la conclusion que vous en tirez, vous, justement, et puis ensuite, quelles sont les ambitions que vous vous donnez ? Alors d'abord, ce n'est pas une formule de style, vous me permettrez de vous remercier aussi, je dirais tous collectivement, c'est-à-dire à la fois l'équipe de la NCT et puis de tous les partenaires qui a monté ces assises. Remercier aussi tous les intervenants, on voit la richesse des débats qui ont eu lieu encore cet après-midi, donc c'est vraiment pour nous un encouragement, je dirais, à avancer. Puis vous remercier aussi, Nicolas, parce que vous nous avez accompagnés pendant ces 10 jours sur des sujets qui, lorsqu'on les met sur un bout de papier, peuvent apparaître arides, et puis on voit tout de suite, quand on les développe, qu'en fait ils sont au cœur des préoccupations des territoires. Donc je crois que pour nous, ces assises répondaient à une envie de pouvoir démontrer aux collectivités locales, et c'était vraiment notre public, c'est-à-dire les élus, les fonctionnaires territoriaux, en quoi la création de la NCT représentait une étape dans la mise à disposition de ressources d'ingénierie au profit des territoires. Je crois que ça, c'est déjà un acquis. Et ensuite que nous sommes prêts et que nous sommes volontaires pour aller plus loin. D'abord parce que nous avons mis en place depuis 18 mois, depuis la création de la NCT, une méthode de travail. Elle a été soulignée par plusieurs des intervenants encore cet après-midi. C'est-à-dire fondée avant tout sur la complémentarité, sur le travail en commun. Ça, je crois que c'est aussi un des acquis de ce qui a été dit encore cet après-midi. C'est-à-dire qu'on ne fera jamais rien tout seul. Et la NCT, pas plus que les autres de ses partenaires, et que c'est bien ensemble qu'on peut répondre aux besoins des territoires. Notre envie aussi, c'est de donner des clés de lecture aux collectivités territoriales, aux acteurs des territoires, sur des grandes transitions qui sont en cours. J'y reviendrai en 2 mots en conclusion, parce que c'est complexe aujourd'hui d'être élu local, c'est complexe d'être fonctionnaire territorial, parce que évidemment beaucoup de choses se passent et qu'il faut essayer d'abord de comprendre ces transitions pour pouvoir les anticiper et mettre au point les différents sujets. Donc je crois que ces assises ont permis aussi de répondre à ces quelques premières questions. Et puis en allant plus loin, il faut continuer à développer cette méthode de travail, je dirais à NCT, c'est-à-dire un travail au quotidien de concertation et de coordination avec tous les opérateurs, avec tous les partenaires, qu'ils soient publics ou privés. Et moi j'ai beaucoup apprécié aussi l'accent qui a été mis cet après-midi sur cette complémentarité publique-privée, parce que pour nous elle est tout à fait fondamentale. Et puis peut-être répondre à la question qui a été posée par un des internautes sur le rapport entre le local et le territorial. Alors je voulais dire pour nous, entre local et national. Pour nous, cette complémentarité, elle est très naturelle pour une raison simple, c'est que le législateur, le gouvernement, le président de la République, lorsqu'ils ont décidé de créer la NCT, en ont fait un objet fondamentalement déconcentré sur l'État local. C'est-à-dire que l'ANCT repose sur le préfet de département, sur ses services autour de lui, c'est-à-dire sur des interlocuteurs qui sont les interlocuteurs les plus naturels des élus locaux. Alors, on l'a bien vu au travers de la crise Covid que nous connaissons, le couple maire-préfet, cette idée d'un État proche et à disposition des collectivités locales a été largement plébiscitée, et la NCT repose fondamentalement sur cette idée que l'État territorial a toute sa place pour appuyer les collectivités locales, pour les accompagner dans leurs projets, et c'est vraiment le fil rouge de notre action. Et c'est important de le préciser. On est d'accord, ces assises ne sont qu'une première étape. Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est vraiment une première étape vers d'autres choses, vers d'autres ambitions. Alors, nous l'avions souhaité dès le début. C'est vrai que pour nous, c'était vraiment une des premières assises, mais je dois dire que le déroulement de ces assises nous confirme dans cette intuition. Donc, nous souhaitons évidemment préparer de futures assises. La richesse aussi de ces assises, elle est liée à une méthode de travail, comme je l'indiquais tout à l'heure, qui permet que les acteurs se réunissent et se rencontrent régulièrement. Donc effectivement, nous referons des assises. Alors on espère aussi pouvoir les faire peut-être en présentiel la prochaine fois, parce que la visioconférence a ses qualités, mais enfin, elle enlève une certaine dimension qui est quand même la dimension de convivialité. Mais en tout état de cause, je crois qu'on peut se donner rendez-vous, dès 2022 pour des prochaines assises de l'ingénierie. C'est une jolie promesse. Merci beaucoup pour ces mots. Votre mot de la fin, finalement, on l'a entendu, c'est
tous ensemble, il y a cette notion vraiment de partenariat, de mobilisation collective entre Oui, de la fin. Alors j'étais préfet des Côtes-d'Armor, vous savez, il y a une équipe de foot qui est l'En Avant Guingamp, qui a une devise très simple, c'est tous ensemble, toujours en avant. Donc je crois que ce serait pour moi le mot de la fin. Très bien, comme quoi le foot peut aussi servir. On l'oublie trop souvent. Merci beaucoup, Yves Le Breton. Permettez-moi également d'associer à ces remerciements toute l'équipe en coulisses, parce que 10 jours d'assises, ce sont des mois de préparation pour une équipe formidable à la NCT, que j'ai eu aussi le plaisir de découvrir, et je voudrais en votre nom remercier Agnès Reiner, Christelle Brem, Valérie Lazec, Nadia Bakar, Sylvie Hervy, Aude Sarodi, Agnès Garderet et Jeanne Ouayoun. C'est notre générique à nous, mais je voulais le faire aussi très sincèrement et les remercier chaleureusement. Et aussi, ça c'est mon côté Michel Drucker sur le retour, remercier les équipes techniques, au son, à la lumière, à la vidéo, parce qu'elles sont toutes utiles. Merci aux intervenants, merci à toutes et à tous de faire nos beaux territoires de demain et de me donner à moi, citoyen, des jolis territoires encore plus développés, encore plus agréables à vivre. À très bientôt, je le souhaite.